Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Et salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 7, qu'on vous fait toujours à distance, là, vous le remarquerez, on expérimente aussi maintenant avec le décalage horaire qui, on sait, est toujours de 6 heures entre Montréal et la France. Mais officiellement, on se voit sur Paris, là, certains vont pas faire de chicane. Mais avec le changement d'heure et l'heure avancée qui a rejoint le côté nord-américain, là, on avait notre petit avantage d'avoir 5 heures. Là, avec l'heure avancée, on est de retour à 6. Donc, on enregistre un mercredi matin, heure du Québec. Gab vient de se régaler de son repas, donc on est clairement pas dans le même état d'esprit, donc excusez-nous d'avance si jamais nous sommes sur deux billes différents. Je pense que ça va quand même bien aller. Deux sujets, merci Gab de les avoir proposés là, pour que je puisse me Plaisir. réveiller tout bonnement en ce matin de novembre au Québec là, avec deux idées super intéressantes. Donc on va parler de compagnies qui sont bien connues. Première partie, une compagnie qui n'est pas listée, mais qui a fait beaucoup de bruit, en fait, depuis littéralement sa fondation, sa création, je pense, en 2021, ou son entrée, là, si on peut dire, dans le monde de la finance, en fait, dans le monde de la business, là, globalement. En deuxième partie, là, plus une innovation au niveau du monde du banking. Donc, quand même assez intéressant. Par contre, qui dit parler de compagnies, parler, bon, plus globalement, là, de compagnies non listées, mais d'événements de marché significatifs. Je pense, Gab, que le disclaimer vaut la peine d'être fait en ce début d'épisode. Ouais, bah t'as bien raison, JP. Je pense qu'effectivement, surtout pour la première partie, non, ça va être très pertinent, comme tu l'as bien dit. Vous le savez, chers auditeurs, vous qui nous suivez depuis si longtemps, que tout ce qu'on parle, évidemment, dans le podcast, il s'agit que de notre opinion personnelle, il ne s'agit pas d'une recommandation de placement. On ne me voyait pas avec mes mains, là, mais je fais un gros flag warning, là, un gros panneau danger, là, donc évidemment, on vous invite à prendre contact avec un expert. Quiconque est autorisé là où vous vous trouvez, fiscaliste, conseiller financier, comptable, etc., à vous fournir, on va dire, de la recommandation à titre financier, à pouvoir vous aider si jamais vous avez des questions sur votre profil d'investisseur ou les placements que vous devriez faire ou ne devriez pas faire. Et de consulter évidemment de votre profil d'investisseur et votre tolérance au risque. Donc, sachez qu'évidemment, le podcast ne saurait être responsable si jamais vous mettez vos billes dans la compagnie dont on va parler aujourd'hui ou dans n'importe quelle compagnie, bien évidemment. Donc, la finance, c'est un art, c'est une passion, mais c'est aussi des risques, ça comporte des risques. Donc, si vous jouez et vous rentrez dedans, ça revient à vos risques et périls. Et donc, faut bien être conscient évidemment de ces risques-là avant d'investir. Je pense que c'est pour ça. Et puis pour la deuxième partie, évidemment, vous êtes bien au courant de rester toujours courtois, évidemment, dans les commentaires si jamais vous avez d'autres idées ou d'autres propositions, même si, bon, je pense que c'est un peu moins place au débat, là, aujourd'hui, là, pour une fois, là, mais je pense que c'est de rester courtois dans les commentaires, c'est toujours pertinent. Et puis, on est toujours ravis de vous lire si c'est toujours constructif. Nous, ça nous fait très plaisir de vous lire et répondre à vos questions, vos commentaires, comme vous le savez, par mail ou en commentaire sur YouTube. Exact, et tu sais, je pense que c'est important de le mentionner, là. Tu le dis, la deuxième partie va être un peu plus un dans vos poches avec un haut son de la cloche là, pour commencer. Là, donc on ramène ça aux sources là, quand en urgence, quoi faire, là, ramenons ça à la source du podcast. Donc ça risque d'être un épisode assez intéressant. Lançons en force dès maintenant le premier segment, le haut son de la cloche. Parfait. Donc, une compagnie, en fait, on fait le point présentement. En fait, on aurait pu en parler bien avant, là, parce que la compagnie que tu proposais, Gab, est de parler de WeWork, là, qui a annoncé, je pense que c'était hier d'ailleurs, là, qu'elle se plaçait sous la protection du Chapter 11 là, aux États-Unis, dans l'État du New Jersey, pour être exact. Et WeWork, en fait, c'est pas, dans son histoire, là, c'est pas le premier rebondissement important là, que cette compagnie-là fait face. Et ce qui était fascinant, c'est de voir justement à quel point est-ce que ce collapse-là, en bon anglais, est parmi les plus grands collapses dans le monde de la business depuis bien longtemps. Bon, reste encore une fois, on verra, là, chez Chapter 11, il y a toute la poutine chez Gab, tu vas vouloir en parler un petit peu plus. Mais concrètement, ça reste une compagnie qui n'a pas vraiment eu des opérations qui ont été très faciles depuis les dernières années. En 2019, là, la compagnie était évaluée à 47 milliards de dollars US. C'est encore une fois une compagnie qui était toujours privée présentement. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'il y a de tout, là. Tu sais, je dis un peu là-dessus.
justement en off avant l'épisode. Puis, WeWork, bon, on sait que c'est une compagnie qui s'occupait là, du partage ou du leasing là, de bâtisses corporatifs à travers le monde. Là. Présentement, c'est les divisions américaines et canadiennes qui tombent justement sur l'annonce de faillite. Et cette compagnie-là, ou présentement, ces deux divisions-là se retrouvent avec de la dette là, d'à peu près 18,65 milliards pour des actifs de 15,06 milliards de dollars selon ce qui a été soumis là, justement pour le Chapter 11. Mais c'est une compagnie qui, justement, dans son histoire, a fait face à tellement de problèmes. À la base, moi, ce qui me fascinait, parce que, encore une fois, dans le monde et le domaine dans lequel je travaille, je suis beaucoup les tendances de marché. Et on avait connu, il y a quelques années, les fameux SPAC, là, les espèces de Special Purpose Acquisition Company, qui servaient un peu à mettre de l'argent et essayer de, après ça, rendre une compagnie publique. WeWork avait commencé comme ça. La tentative était de, justement, pouler de l'argent et faire l'acquisition d'une compagnie privée pour la rendre publique. Ça n'avait pas été un énorme succès. On le sait. Le CEO également, comme autre événement significatif dans l'histoire de la compagnie, anciennement CEO et fondateur et co-founder Adam Newman, avait été justement retiré du poste et présentement aujourd'hui il est sorti public, je pense hier, là, à l'annonce du Chapter 11 justement pour dire qu'il trouvait que la compagnie n'avait pas développé toutes les opportunités qu'il pouvait et tout. Donc le fondateur a été très rapidement sorti de la compagnie. Il y a eu un reverse stock split parce que le titre valait ou tradait à moins de 1$ aux États-Unis. Là, en fait, ça tradait à 10 cents, si je ne me trompe pas, avant d'avoir un stock split 1 pour 40. Là, donc, encore une fois, un stock split significatif sur le New York Stock Exchange. Et en plus de ça, il y a eu toute l'histoire de la pandémie. On l'oublie, et ça, encore une fois, tout ce que je viens de vous faire, c'est quelques années. Là, on ne parle pas des décennies et des décennies. Il y a eu la pandémie qui a frappé très fort, justement, le monde du travail en présentiel. Donc, une compagnie qui œuvrait sur les environnements de partage de buildings commerciaux, ça n'allait pas très très bien leur truc, ça allait pas bien durant la pandémie et ça n'a pas vraiment repris post-pandémie. Présentement, on sait que le travail hybride reste une réalité qui ne va pas disparaître. Donc, c'est une compagnie qui, sur le papier, pré-pandémie, aurait pu fonctionner. C'est quand même retrouvé avec une gestion et bon, une espèce de croissance qui est un petit peu limitée, d'où le fait que le CEO a quitté. Des enjeux, comme on dit, qui ont touché beaucoup leur listing ou leur approche sur les marchés avec le 1 pour 40 en termes de stock split. Et présentement, comme on l'a dit, le Chapter 11. Donc, c'est sous une courte période, on se retrouve quand même avec énormément de problèmes. Reste une compagnie d'envergure, reste une compagnie internationale. Donc, comme je l'ai dit, c'est justement la division américaine et canadienne. Mais ce back and forth entre SPAC, listing, private, c'est vraiment assez fascinant pour la période, justement, qui a été couverte par WeWork. Reste à voir maintenant, bon, qu'est-ce qui va être fait avec cette compagnie-là sous le Chapter 11 également. Là, je sais, comme toujours, il y a des ententes avec les créanciers et tout qui vont avoir lieu, donc ça reste un peu la même approche. Mais ce qui me fascine souvent, c'est qu'on a souvent la mémoire lorsqu'on fait des épisodes sur des compagnies, justement, qui annoncent ou qui déclarent faillite sous le Chapter 11 ou le Chapter 9 ou peu importe. On se retrouve avec on espère se retrouver avec l'information puis de voir qu'est-ce qui va se produire par la suite, peu importe c'est quoi l'avenue qui va être choisie. Je sais que dépendamment du chapter, il y a une différence au niveau de quelle est la finalité possible là, de cette protection-là. Mais officiellement, ça reste qu'on n'en entendra probablement pas beaucoup parler. Donc j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec les divisions US et canadiennes parce que ça risque de tomber dans l'oubli. Présentement, c'est frappant, c'est choquant parce que bon, c'est un peu attendu, on le disait. Mais ça reste que ça va être intéressant de suivre, vraiment difficile de suivre et de voir est-ce que ça va juste être que la division US et canadienne vont à peu près disparaître de la map et la compagnie va essayer de continuer de développer leurs trucs dans les autres marchés qu'ils couvraient, entre autres en Asie, par exemple. Oui, c'est vrai que ce qui va être pertinent, évidemment, de savoir, c'est effectivement dans les prochaines étapes, qu'est-ce qui va se passer par rapport à plein de beaux locations qui vont finir, effectivement, être coupées, en fait, par ce plan de restructuration. Rappelons que WeWork, en fait, le business model, au départ, et ça, je l'avais lu en tout cas et consulté sur plusieurs vidéos très informatives que malheureusement je n'ai plus les liens. Donc je m'en excuse avant, mais vous pourrez faire vos propres recherches si vous êtes intéressé plus en profondeur sur le sujet. Et en fait, le business model, c'est tout simplement de louer des appartements, en tout cas, ou en l'occurrence des bureaux, sur une très longue durée et par contre fournir un service à un client sur des plus petites durées et sur des modalités qui sont souvent beaucoup plus flexibles. Donc c'est comme un espèce de transfert de risque en fait, de vacances et de transfert de risque en fait du propriétaire de la bâtisse. Donc en l'occurrence, je ne sais pas, par exemple, ce genre de truc peut être détenu par exemple par soit des gens très riches, soit des fonds de pension, etc. Des grands groupes de gestion immobilière vers WeWork en fait. Et le business model à l'origine était pertinent, c'est de dire bon,
Je pense que si tu rassembles effectivement plusieurs entreprises au sein d'un même espace de coworking, ben, ça peut permettre par exemple à des gens qui ont moins d'argent pour se louer, je sais pas, par exemple 50 bureaux, et ben de pouvoir acquérir par exemple ou louer un seul bureau, puis de partager en fait les coûts, tu vois, donc de pas payer très cher parce que tu as accès que seulement à un bureau. Il y a une seule cafétéria, etc., espace machine à café, etc. Le problème en fait de ce business model, c'est qu'il a prouvé pendant les dernières années de ne pas fonctionner parce que premièrement, les espaces WeWork sont des espaces comme vous le savez, et si vous faites une recherche sur internet, qui sont souvent très jolis. Et donc, quand c'est très joli, bah, c'est très cher, si tu veux. Donc, ça coûte extrêmement cher à WeWork de bâtir son parc immobilier. D'ailleurs, ça leur a coûté, je crois, au total, si on tombe tout l'argent qui a été créé par la compagnie, c'est à peu près 40 milliards, tu vois. Ce 40 milliards, il a été fourni par plusieurs banques et fonds d'investissement, mais notamment, on le sait, SoftBank a été un des premiers, évidemment, à rentrer dedans. Donc ça, souvent, ce sont des prêts un peu particuliers parce que c'est des prêts convertibles en équité. Donc c'est assez courant dans le financement des startups. Ce qui fait que SoftBank a pu, en fait, pendant longtemps, en fait, financer quasiment le développement de la compagnie, mais c'est vrai que ce développement est très onéreux. C'est une compagnie où ça te prend énormément, si tu veux, d'immeubles pour être parfaitement rentable. Ou ça te prend une vacance, donc un taux d'occupation de tes différents bureaux qui sont dans les centres WeWork, qui est optimal. Or, il est arrivé, bah, vous le savez, ce qu'on appelle la pandémie. Ouh, on habite dans une autre réalité. Et cette réalité a fait que la vacance structurelle des immeubles de bureaux a très fortement augmenté. On le sait, de plus en plus de gens maintenant font du télétravail. C'est ton cas, JP. C'est pour ça que d'ailleurs, tu as la chance de pouvoir enregistrer, tu vois, par exemple, à distance aujourd'hui, alors qu'on est quelques minutes avant que tu commences ton travail. Euh, et de l'autre côté, bah, c'est sûr qu'il y a eu cette tendance, effectivement, pour la plupart des acteurs à se retirer progressivement, en fait, c'est ça, de ce marché-là, parce que effectivement, tu as eu des tendances de travail hybride, etc., qui ont poussé, en fait, à avoir moins besoin de bureaux en permanence. Donc, c'est cette tendance du remote work aussi a poussé beaucoup d'indépendants à ne pas faire, si tu veux, à ne pas louer ces espaces de bureaux parce qu'ils sont trop chers par rapport à juste avoir un bureau bien aménagé chez toi, tu vois. C'est des décisions aussi qui, par exemple, ont pas mal fracassé certains marchés. On sait que la baie de San Francisco, depuis le Covid, c'est un peu la catastrophe, hein. On sait que le centre-ville de San Francisco, d'ailleurs, est assez rempli on va dire, de drogués. Là. J'ai pas de terme, là, tu m'excuseras, là, mais le centre-ville c'est beaucoup dégradé ces derniers temps, et ce qui fait que beaucoup d'acteurs refusent de louer, en fait, dans ce coin-là. Et évidemment, les freelanceurs, donc les gens qui ont juste un bureau qui travaillent à leur compte, et bien évidemment préfèrent juste se mettre chez eux et éviter de traverser la moitié de la ville, de payer très cher évidemment le stationnement, etc., ou les transports, pour juste se mettre devant un bureau, tu vois. À New York, la tendance est un peu assez comparable, parce qu'effectivement, la tendance plus généralement du travail de bureau, et ben là, a fait que WeWork a trop loué de bâtisses. Et ce qui se retrouve avec un inventaire très important de différents baux. Ces baux, ils sont traduits évidemment sur le bilan, comme vous le savez, avec la fameuse réforme comptable IFRS 16. Ben, on voit effectivement sur le bilan maintenant ces différents baux de location qu'a signé WeWork, comme c'est des baux de location de longue durée, et ben elle représente une part considérable effectivement du montant en fait de la dette dans lequel a contracté WeWork. Et ça stable en dizaines de milliards de dollars. Le problème, et là peut-être JP, si tu as d'autres éléments à rajouter, tu pourras peut-être enchérir, eh ben, c'est qu'au final, la faillite de WeWork va avoir un impact sur le marché immobilier, là où il se trouve, parce que c'est un des plus gros locataires, en fait, tout simplement, de la plupart des marchés donc, qu'on a mentionnés, San Francisco, New York, mais d'autres villes aux États-Unis très importantes, Atlanta, Toronto, au Canada. Je pense qu'à Montréal, ils ont quelques bureaux. En Europe, ils sont un peu moins présents, mais ils en ont quand même pas mal à Londres, pas mal. Je sais qu'il y a des espaces aussi qui existent à Paris. Et ce qui fait que bah, le marché de l'immobilier local, sur le point de vue des bureaux, risque d'être pas mal chamboulé parce que c'est un effet boule de neige. Quand tu payes pas, bah, ça fait que le propriétaire, lui, il est en difficulté pour payer son prêt. Et quand payer son prêt, bah, ça tombe sur la banque. Et puis quand la banque a moins d'argent, et ben là, elle a plus de difficultés à payer ses déposants. Et donc du coup, en fait, c'est pareil. C'est un effet boule de neige qui peut être assez catastrophique. Alors, je pense pas que ça va tomber effectivement à un scénario comparable à Goldman Sachs, etc. et à Lehman Brothers, pardon, en 2008, etc. Mais tu vois, l'idée est un peu la même en fait derrière malheureusement cette annonce de WeWork. Là.
Exact. Puis, tu sais, pour être exact, c'est 777 bâtisses ou commerces ou locaux qu'ils ont dans 39 pays. Effectivement, on sait que ça touche uniquement présentement là, le volet canadien et américain. Donc, ce n'est pas les 777 qui sont mis à mal, entre guillemets, ou qui vont être rediscutés. Mais c'est sûr que les renégociations de bail, ça a ses limites. Et tu l'as dit, si tout est juste coupé complètement et qu'il y a vraiment des centaines de lieux de travail partagés là, qui sont soudainement de retour sur le marché aux États-Unis et au Canada. Ben, les propriétaires, eux, de l'autre côté, comme tu disais, là, les compagnies qui détiennent ces lieux-là et qui les faisaient du leasing à WeWork, ben, ils sont pris de l'autre côté avec les taux d'intérêt qui ont monté drastiquement. Ce qui est intéressant, et c'est de peut-être faire une corrélation, là, certains vont dire que c'est y aller dans le volet plus de la théorie et de la supposition, là, mais dans des contextes de Chapter 11, il y a quand même beaucoup de logique à savoir est-ce que les créanciers de cette compagnie-là vont avoir un intérêt pour offrir de la flexibilité. On sait que souvent les créanciers de compagnies aussi majeures que WeWork, ce sont les banques, et les banques dans ce contexte-ci américaines, beaucoup, peut-être les banques canadiennes également. Alors, encore une fois, je m'avance dans des expositions de dettes là, pour lesquelles je n'ai pas forcément les statistiques, mais ce qui est intéressant, c'est de faire la corrélation directe entre ces personnes-là, ces banques-là ont un impact indirect. Si WeWork, on l'a dit, quitte son lease, ça retourne sur le marché, le propriétaire de la bâtisse n'est plus en mesure de payer son prêt commercial, qui est souvent là, des sommes faramineuses, vous pouvez vous en douter. Bien, ça n'avantage pas la banque, comme tu le mentionnais, Gab. Et donc, est-ce que la banque va être plus flexible pour faire un peu le cercle, si on peut dire, de la banque vers le propriétaire, vers WeWork, qui, au final, a besoin des banques pour pouvoir régler son Chapter 11? Il y a peut-être une petite corrélation à voir là-dessus, là, à savoir comment est-ce que cette transition-là pourra avoir lieu. Ce qui reste, encore une fois, beaucoup problématique. On en avait parlé, je pense, dans un autre épisode. Le secteur du financement commercial n'allait pas très très bien à la base non plus. On avait fait un épisode sur justement le fait à quel point est-ce que le télétravail avait amené beaucoup de compagnies là, qui avaient des leases long terme, encore une fois, ou des compagnies qui étaient en construction, qui étaient propriétaires de bâtisses, qui se retrouvaient avec énormément d'espace que personne ne voulait, avec les centres-villes qui disparaissaient. Ben, WeWork, ça rajoute un petit peu au même phénomène d'amplification. T'en parlais, c'est bien de le dire. Ça reste que c'est connu présentement. On n'en parle pas une tonne parce que, bon, est-ce que oui, les marchés et l'économie continuent de tenir peut-être plus que ce qu'on l'aurait cru un petit peu, malgré tout, là, malgré toutes les crises, on sait que là, ça retourne un petit peu. Mais bref, ça pour dire que c'est sûr que si on regarde qu'est-ce qui pourrait vraiment être mis à mal rapidement, eh bien oui, c'est le contexte immobilier plus globalement, mais particulièrement l'immobilier commercial. Donc c'est sûr que WeWork vient mettre encore une fois, sans, tu l'as dit, être le domino et nécessairement l'effet amplificateur qui peut faire tout tomber dans ce secteur-là et amener encore une fois là, une crise financière. Ça reste quand même intéressant de dire, mais ça nous ramène à regarder ça. En tant qu'investisseur, on n'aime pas forcément le risque, on n'aime pas forcément les nouvelles qui sont négatives. Il y en a plein qui sont très externes au secteur financier. On en parlait avec bon, ce qui se passe toujours en Ukraine, etc. Mais ça reste quand même important de mentionner que ça, c'est un événement qui est fondamental, qui ramène encore une fois la loupe directement sur un secteur de la finance et des marchés qui ne va pas bien et qui était peut-être mieux comme ça d'être couvert plutôt qu'amener encore plus d'investisseurs à s'y intéresser et peut-être à se questionner sur l'aspect périn, si on peut dire, de la stabilité financière actuelle. Donc, c'est un petit peu ça. Moi, j'espère qu'il n'y aura pas d'effet boule de gomme. Ça, c'est probablement la clé. WeWork reste, et je ne suis pas non plus quelqu'un qui va vouloir suivre ce que l'ancien CEO disait parce qu'il était un petit peu, c'était une personne un petit peu particulière, encore une fois, comme plusieurs CEO de compagnies de tech-ish, là, on s'entend. Mais ça reste que cette compagnie-là avait quand même un modèle d'affaires qui était pertinent pré-pandémie. Où est-ce qu'on va s'en aller dans le futur? En fait, je pense que ce modèle-là de compagnie hybride, peut-être qu'il faudrait qu'ils changent un petit peu leur stratégie, là, mais c'est pas complètement ridicule dans un monde post-pandémie également, avec un mode de travail hybride, d'avoir une compagnie qui peut faire ça. Maintenant, je pense qu'ils sont allés trop gros, trop rapidement. Ils ont fait des acquisitions, ils ont signé des leases partout, comme tu as dit, ils ont mis beaucoup d'argent dans les bâtisses qu'ils louaient. Alors qu'en réalité, est-ce que c'était vraiment nécessaire de faire autant de branding? Peut-être pas. Ça prend en fait une compagnie qui ferait beaucoup de gestion de locaux commerciaux pour des compagnies qui ont besoin d'un pied à terre du lundi au mercredi, puis que l'autre en a besoin du jeudi au vendredi. Je pense que de la gestion d'espace plus que vraiment le fait de transformer ça en un office WeWork, puis c'est un espèce de lieu de co-travail, je pense que c'est peut-être ça l'erreur. Ils ont investi beaucoup trop d'argent, mais est-ce que le modèle est pertinent? Oui, parce que la gestion des locaux commerciaux devient présentement une épée de Damoclès pour énormément de compagnies qui essaient de trouver de meilleures manières de pouvoir permettre à leurs employés d'avoir un travail hybride, mais à la fois d'être bien chez eux, mais quand même, il faut qu'ils soient au bureau des fois. Et c'est là où des compagnies qui ont et je pense, Gab, tu pourrais le confirmer également, c'est la même chose pour la compagnie pour laquelle je travaille.
Tu vas là le lundi puis le vendredi dans les bureaux qui ont loué 5 jours semaine, là, c'est vide. Là. Donc, il y a clairement de l'efficience qui est faite. Et ça prend des compagnies comme ça, comme WeWork, qui devraient être repensées pour ne pas dire au lieu de gérer des office space qui sont non brandés, qui sont très génériques, etc. Euh, et pourquoi avoir fait ça avec du WeWork partout, avec un paquet d'argent, puis avec un truc qui est hyper trendy? Peut-être que c'est peut-être ça l'erreur, mais encore une fois, moi je pense qu'ils sont allés trop gros. Est-ce qu'il y a des avenues, etc. Oui, peut-être SoftBank est quand même impliqué, ça reste intéressant tout de même, mais bon, un événement quand même significatif à noter. Je sais pas, Gab, si tu avais un point à ajouter avant qu'on passe au deuxième segment. En fait, c'est ça, c'est que déjà, dès le départ, effectivement, tu as un problème de gestion de la croissance. Je pense que c'est quelque chose qui est souvent compliqué, en fait, dans une compagnie. Être en très grosse croissance, c'est parfois plus difficile que d'être en croissance trop faible, tu vois. Parce qu'il faut gérer, etc. Il faut scaler, comme on dit, ton produit, effectivement, et évidemment la demande qui est faite. Et là, j'ai l'impression que ce que chez WeWorks, le problème de départ, en fait, c'est d'avoir été trop gourmand dès le départ et d'avoir été, pardon de l'expression, mais pogné, en fait, avec ces différents leads, en fait, sans pouvoir t'en départir, en fait. Et là, malheureusement, bah, on voit les faits, c'est que tu te retrouves engloué, effectivement, à avoir pas de locataires et à avoir trop de baux sur ton bilan, tu vois. Et c'est la difficulté en fait qu'a connu WeWork. Et bon, au-delà aussi du problème, on va dire, de structurel, en fait, je vois qu'en fait la compagnie a été faite comme une compagnie de technologie, alors que fondamentalement c'est une boîte de real estate en fait. Et ça c'était, je pense, CNBC qui le disait très bien. Là j'avais écouté le documentaire, j'ai retrouvé pendant que tu parlais en fait le fameux documentaire. Bah, vous taperez WeWork CNBC en tout cas dans YouTube. Et je trouvais que l'explication était très bonne, c'est de dire bon bah il se voyait le patron d'ailleurs qui était complètement sous la cocaïne là, et puis diverses drogues illégales pour là je mets le wording donc c'est illégal du fondateur Monsieur Newman qui était complètement taré. D'ailleurs ça ressemble pas mal à ce que faisait Uber. Je crois que t'as vu, je sais pas si t'as vu ça JP là, mais sur Netflix maintenant t'as un film d'ailleurs sur la vie de Monsieur Travis Kalanick là, qui était le patron de Uber là, qui était pareil, qui avait eu des problèmes d'agression sexuelle ou de harcèlement sexuel dans sa compagnie. C'est un peu la même chose chez WeWork. Le type était complètement sous la drogue à longueur de journée et se voyait vraiment comme le patron d'une espèce de compagnie qui allait changer le monde, etc. Une espèce de secte. Donc c'est assez, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il a été foutu à la porte parce que en tout cas SoftBank mettait des dizaines de milliards dans cette compagnie-là, puis ça allait nulle part, etc. Puis il dépensait, il cramait de l'argent dans des trucs complètement inutiles. Et il est devenu milliardaire au passant. Hein. Donc il n'y avait pas à plaindre, tu vois. Donc le fait qu'il parle effectivement en public, alors que les actionnaires pour le coup, qui ont tout mis dans cette compagnie-là, bah, se sont fait avoir plumé comme évidemment, comme dans beaucoup de cas, quand tu as des restructurations avec le chapitre 11 de la loi sur les faillites américaines, bah, c'est ça, tu te fais quand même plumer. D'ailleurs, l'action est aujourd'hui transigée en hors cote, hein, comme le veut la tradition. Quant à l'annonce, bah, ça passe dans le fameux OTC Market, donc dans le fameux Pink Sheet, si vous nous suivez depuis longtemps. Donc, évidemment, c'est très compliqué d'investir. Et puis, évidemment, là-dessus, moi, je mettrais évidemment pas un sou là-dedans. Donc, je vous invite évidemment à faire preuve de très grande prudence si jamais vous voulez investir dans WeWork, parce que ça comporte énormément de risques, etc. Si pour autre référence, je pense que la vidéo aussi de Cold-Fusion, c'est ça, sur WeWork aussi peut être très intéressante, parce qu'elle reprend un peu les éléments que j'avais exposés, en fait, de dire, bon, pas vraiment une compagnie de technologie, mais elle a été vendue aux investisseurs comme une compagnie tech, alors qu'en fait, c'est ça, encore une fois, c'est une business de gestion de bureau. Et là, dans ce cas-là, tu aurais dû vraiment gérer ta vacance, optimiser, si tu veux, tes revenus et tes dépenses, avant de vouloir construire autre chose, tu vois. Et je pense que ça, c'est l'erreur de départ. Et donc après ça, bon, c'est sûr qu'après, bon, c'est difficile, c'est facile dans notre siège de critiquer, etc. Et puis de dire qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on doit pas faire. Bah, c'est sûr, on va voir ce qui va se passer dans le futur avec tous ces baux-là. Puis je vous invite à vous renseigner, à suivre dans l'actualité les prochains dénouements de l'affaire WeWork. Effectivement, puis bon, ça risque de sortir assez rapidement dans les nouvelles. Je le disais, là, c'est pas toujours facile de suivre après un Chapter 11, mais CNBC s'en est effectivement emparé de chacune des nouvelles que j'ai mentionnées, entre autres au tout début, là, donc il risque d'avoir des articles qui ressortent, mais ça reste intéressant, comme on disait, de suivre qu'est-ce qui se passe une fois qu'un Chapter 11 arrive. On l'oublie trop souvent, on voit l'événement,
et après ça, on tombe dans l'oubli. Reste que ce qui se passe après un Chapter 11 est peut-être pas autant de loupe et de présence ou de côté médiatique qui est fait, mais reste absolument fascinant à suivre en fait, de bout en bout. Passons maintenant au deuxième segment pour l'épisode d'aujourd'hui, le Dans vos poches. Parfait. Donc deuxième sujet là, pour ramener un peu de finances personnelles, mais ça reste quand même assez intéressant et de plus en plus présent comme option, comme alternative là, au monde de la finance et au monde du banking plus conventionnel. C'est de parler justement de l'open banking. Euh, Dans un monde, et ça je fais peut-être la première ce que je vais faire, là, mais dans un monde, je suis quelqu'un qui est assez fan de data, là, mais dans un monde où le data est littéralement la nouvelle richesse, là, c'est le nouvel or noir, le data on le sait, c'est ça partout. On en parlait en off, justement, ça fait très slide de consultant, là, ce que je viens de dire. Là. Le data nouvel or noir, c'est C'est clairement vrai. quelque chose qui est sur des PowerPoints de la Conférence un majorité des peu. grands cabinets. Exact. Mais reste que l'open banking, c'est une manière de. Moi, je suis quelqu'un qui croit pertinemment que les flux de données restent pertinents dans le monde de la finance et c'est même ce qui va permettre à un certain point d'avoir une finance qui est optimisée. Dans le contexte de la finance personnelle, c'est encore plus le cas. On sait que dans les vieux systèmes des brick and mortar banks, où tu vas faire tes trucs dans une banque, puis tu veux changer de banque, ça prend tout littéralement pour juste fermer un compte, puis avoir une nouvelle carte de crédit, puis transférer tes trucs. C'est une réalité qu'on a acceptée pendant beaucoup trop longtemps. L'open banking vient un peu revoir ça, parce que l'objectif de l'open banking, ben, c'est de permettre justement à ce que le data sur plusieurs opérations qui sont faites par des consommateurs là, au niveau financier, dans nos comptes personnels, par exemple, vont pouvoir être partagés au niveau d'applications de tierces parties, souvent justement des applications ou d'autres compagnies liées au secteur bancaire, pour justement rendre l'expérience des consommateurs et des clients un petit peu plus basée sur un écosystème que d'être encore une fois pris avec une institution financière et de devoir littéralement prendre un congé d'une semaine pour transférer ses trucs ailleurs si jamais le service n'est pas bon. Donc le but de l'open banking, ça le dit assez rapidement, c'est d'ouvrir un peu les horizons de qu'est-ce qui peut être fait avec notre data, de qu'est-ce qui peut nous être offert également pour avoir une expérience client là, qui est plus personnalisée. Si par rapport à ma banque actuelle, je suis en mesure de partager mon information avec d'autres compagnies dans le monde financier, les fameuses parties, les compagnies tierces, là, qui auraient accès à mon data et que j'aurais autorisé. Est-ce qu'ils peuvent utiliser mon data, par exemple, sur mes transactions que je fais à chaque jour dans mon compte courant ou sur de l'épargne ou sur des cartes de crédit? Ça peut aider également à avoir justement une offre qui serait plus personnalisée. Maintenant, ça vient avec le risque que j'ai mentionné au tout début. Au tout début, c'est beau l'open banking. C'est sûr qu'à un certain point, la logique de l'open banking et de la finalité de l'AI également, si on mixe ça là-dedans, c'est ça le futur. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas le nier, on ne peut pas le refuser que les flux de données, c'est déjà le cas, là, que notre data est pris en considération lorsqu'on fait des transactions. On n'a pas eu besoin de faire une petite coche, ça fait déjà des vingtaines d'années, là, plus de 20 ans que notre data est utilisée à différents escients pour nous offrir des meilleurs services. Mais l'open banking, au moins, permet une forme d'encadrement, une infrastructure qui est un peu plus connue et qui permet encore une fois au consommateur de dire oui ou non pour quelque chose. Alors que probablement, notre data il est fluide et puis il s'en va où on ne sait à peu près pas parce qu'on a coché la case dans le bas du document et des disclaimers. Bref, donc je pense qu'à mon avis, l'open banking est quelque chose qui est pertinent. Ce n'est pas encore super appliqué. On sait que dans le monde de la finance moderne, c'est souvent les compagnies ou les banques en ligne là, qui vont se retrouver avec ce genre d'offres-là ou des compagnies qui offrent des cartes de crédit, par exemple, etc., qui vont justement essayer d'utiliser ce data-là ou d'obtenir ce data-là de manière tout à fait légale, comme on l'a dit, parce que c'était accepté par vous en tant que consommateur. Mais pour vous offrir justement une solution, par exemple une nouvelle carte de crédit qui serait vraiment personnalisée pour l'utilisation que vous en faites de vos transactions actuelles, par exemple. Donc, c'est de voir toujours la même logique, la finance moderne s'en va vers la personnalisation de l'expérience client. L'open banking fait partie d'un des grands dominos qui doit arriver pour justement éviter que la logique de devoir interagir par une carte en plastique avec un individu qui est assis dans un bureau, dans un patelin juste à côté de nos domiciles respectifs. C'est pas ça l'avenir nécessairement et je pense que ma vision, et le but, c'est pas de faire un place au débat, là, mais ma vision est, de s'y intéresser à l'open banking, parce que comme je dis, ça ne va pas disparaître et c'est sûr qu'on va faire face à ça dans un avenir très rapproché. Mais c'est également de voir à quel point est-ce que les grandes banques vont y embarquer. On sait que les banques, en offrant ou en ouvrant leurs horizons vers l'open banking, ce qui reste un risque, parce qu'ils offrent le data directement de leurs clients à des tierces parties, ça reste qu'à mon avis, ça va être un facteur qui va être, en bon anglais, enabling pour le secteur financier. Donc, c'est peut-être mon opinion qui croit beaucoup, même si j'entends, je vous lis, etc.
le data, ouvrir davantage des valves sur notre data et juste ouvrir l'opportunité de se faire frauder, d'avoir effectivement notre information qui tombe dans les mains de personnes qui n'étaient pas prévues. Malheureusement, je pense que c'est un risque collatéral à tout ce qu'on va faire à l'avenir avec le data. Peu importe de quel data on parle, le risque, malheureusement, va toujours être présent, mais est-ce qu'on va vouloir limiter à cause d'avoir peur du risque de se faire voler nos informations personnelles? Est-ce qu'on va se limiter à une expérience qui est beaucoup plus axée sur ce qui se passe ou ce qui devrait être au 21e siècle, la finance moderne? C'est peut-être là où moi je crois plus à aller de l'avant qu'à justement mettre des blocs. Bien évidemment, tout le monde va dire, et encore une fois, je termine pour que Gab, tu ajoutes quelque chose avec une autre phrase en mode consulting, là, mais tu sais, ça prend de l'encadrement. Bref. Bah, c'est sûr, ouais, ça, t'as besoin de l'encadrement, effectivement, et de contrôle, en fait, de la protection de tes données privées. On sait que moi qui me trouve en ce moment en Europe, tu vois, l'Europe a pris énormément d'avance sur les questions de protection de la vie privée, là, notamment avec le fameux RGPD, donc le règlement européen sur la protection des données personnelles, qui encadre en fait de comment les entreprises conservent, etc., transforment ou peuvent partager vos données. Et la notion de consentement aussi a été rajoutée. Et c'est vrai que c'est des questions qui se posent énormément dans le contexte où l'open banking, tu l'as dit, va commencer à devenir évidemment quelque chose de prioritaire pour la plupart des grandes banques et la plupart en fait des acteurs du système financier. On parle aussi des startups, etc., des applications tierces aussi qui vont utiliser les données de l'open banking. Pour être simple, la technologie consiste en fait à ouvrir et à réglementer en fait l'obtention et le partage de certaines de vos données bancaires. Donc l'idée, c'est par exemple, imaginons que vous êtes, je vais donner un exemple concret, là, par exemple que j'ai eu récemment, là, j'ai un compte à la banque X et je vais ouvrir un compte de courtage, par exemple dans la banque Y. Mais il faut que je lie mon compte X à la banque Y pour pouvoir envoyer des sous dessus. Eh ben, avant, dans le passé, bah, tu le sais, JP, toi qui as travaillé, nous deux qui avons travaillé dans le secteur bancaire, tu avais besoin d'obtenir en fait, une attestation de compte, donc, ou un fameux, au Canada, on appelle ça un specimen check, là, mais donc c'est comme un chèque rayé où tu as effectivement toutes tes informations sur ton compte. Alors, ce système-là, il est évidemment peu fiable, parce que suffit juste que tu changes un numéro sur le chèque rayé, puis bon, dans le fond, il commence à être, l'information, elle est peu véridique. C'est falsifiable, donc ça manque évidemment de sécurité, puis ça fait, comment dire, un système qui est encore un peu archaïque. Il faudrait trouver une meilleure façon, effectivement, de pouvoir connecter ton compte X à ton compte Y, tu vois. Et ben c'est là où l'open banking prend tout son sens. Ben, ta banque pourrait développer ce qu'on appelle une interface de programmation en français, ou API en anglais, donc j'ai plus la traduction malheureusement, qui va permettre en fait, via des commandes sécurisées, de pouvoir demander des informations avec l'autorisation de l'utilisateur. Donc après l'obtention de ce qu'on appelle un JOTO, ou token en anglais. Et ce truc-là va permettre effectivement de dire, par exemple, quel est le numéro de compte de Gabriel X, tu vois. Il va te dire, bon, parfait, ça c'est le numéro de compte, et je te le valide effectivement que c'est bien le bon numéro de compte. Une autre utilisation, c'est par exemple de savoir quel est le solde de ton compte. Imaginons que tu fais une demande, par exemple, pour avoir faire un retrait, par exemple, dans une autre banque, ou faire un virement, par exemple, vers la banque Y. Et elle peut regarder la banque Y en envoyant un jeton API, de demander quel est le solde de ton compte courant pour éviter que tu aies un retour de fonds, tu vois, un montant en fait qui est sans provision évidemment sur ton compte. Et là, ça te permet en temps réel effectivement de pouvoir consulter le solde de ton compte et pouvoir effectuer la transaction et la valider, tu vois. Ça, c'est des exemples qui existent effectivement dans l'open banking. Il y en a plein d'autres. Je vais te donner par exemple combien il y a d'argent qui rentre sur ton compte bancaire tous les mois, par exemple. Tu fais une demande de prêt. Tu veux savoir par exemple quel est ton budget, quelle catégorie d'argent tombe dans quel montant de compte à tous les mois. Tu as des applications maintenant qui existent de budget là, qui te permettent de voir, bon, tu dépenses, je sais pas, $400 par exemple par mois en épicerie, $200 en assurance, etc. Tout ça existe effectivement et permettent évidemment de simplifier. Le truc aujourd'hui, c'est que beaucoup de banques, en fait, refusent l'accès à leurs données pour des raisons, évidemment, de sécurité, etc. Et puis peut-être aussi de mentalité, de dire que, bon, nous, le compte est quelque chose de personnel, etc. Mais le fait d'avoir l'autorisation et l'accord de l'utilisateur, effectivement, et redevient là, effectivement, crucial. Donc, c'est des questions qui se posent et je pense vont simplifier, effectivement, la façon dont les banques interagissent entre elles et simplifier aussi pour l'utilisateur de pouvoir connecter plusieurs services à des banques.
On peut donner, par exemple, imaginons que tu veux te connecter aux impôts. Tu sais, aujourd'hui, là, je sais pas si tu as fait ça, l'exercice, il y a quelques temps, là, JP, la saison d'impôts est pas mal passée, là, mais tu as un service maintenant qui te permet, via ton compte bancaire, bah, de te connecter au site des impôts. Tu vois, c'est un peu la même chose. Ça te permet de valider l'identité, puisque ton compte bancaire, il est lié à ton identité personnelle, tu vois. Et c'est là où je vois toute la pertinence, c'est que ça permet tout simplement aux gens d'avoir qu'un seul mot de passe à retenir, de pouvoir se connecter à plein de services différents et à gagner effectivement en efficacité. Et je pense aussi de pouvoir effectuer des transactions de bancaires, on va dire, entre différents comptes en ayant une vérification et avoir des preuves supplémentaires de sécurité. Donc, sur le papier, tout le monde est gagnant. La question, encore une fois, c'est l'encadrement, comme tu l'as dit, avec les données, parce qu'elles peuvent être utilisées à mauvais escient. Je peux te donner un exemple. On a parlé de la demande de prêt, mais on pourrait voir aussi la personne, elle pourrait dire, bon, je vais aller regarder c'est quoi tes dépenses, on va dire, dans chaque mois. Et puis tu vois, s'il voit, ouf, tiens, cette personne-là, elle dépense, par exemple, en paris sportifs, par exemple, ou dans d'autres activités peu recommandables, elle pourrait dire, eh ben non, cette personne-là, euh, elle est moins fiable, tu vois, en termes à accorder un crédit, et elle va te refuser, tu vois. Alors que pourtant, tes dépenses personnelles, quelque part, c'est quelque chose qui est confidentiel. Donc, tu vois, il y a aussi un double jeu qui se crée, on va dire, avec l'open banking. C'est que oui, ça simplifie beaucoup l'expérience client, mais ça peut aussi jouer contre toi parce que ça ouvre la possibilité à ce que toutes tes données soient partagées effectivement à une tierce partie. Et la deuxième question, et puis là peut-être tu pourras renchérir là-dessus, et ben c'est la question de, encore une fois, du consentement et de la conservation de tes données. Comment ces données elles sont conservées et est-ce qu'on s'assure qu'elles soient bien anonymisées dans le cas où il y a quelqu'un qui attaque effectivement le service. C'est encore une fois l'intérêt de toute une réglementation comme le RGPD ou des réglementations comparables dans d'autres pays qui existent et qui permettent effectivement d'avoir un système de pare-feu et de prévention évidemment de ce genre de risque d'atteinte des données personnelles. Je dois t'avouer que j'ai Exact. plus d'idées là, mais je pense que je peux Ouais, lancer effectivement une mais conférence, hein. non, mais je pense que c'est bien. Le seul truc qui reste à dire, c'est dans tout encadrement, oui, il peut y avoir de très bonnes réglementations qui sont mises en place à différents échelons, que ce soit justement des interventions gouvernementales. Maintenant, c'est comment est-ce que ça se matérialise. Il y a des très beaux documents puis des très belles barrières, mais si dans le concret, ce sont des choses qui sont réactives plutôt que proactives à un certain point, c'est ça qui devient problématique. On ne pourra jamais empêcher 100% des fraudes ou de l'utilisation à mauvais escient de l'information personnelle. Qu'est-ce qui peut être à un certain point? Moi, je vois toujours ça et la réflexion, c'est qu'est-ce que la technologie peut nous amener pour mieux monitorer, même en termes de justement de volets réglementaires, les transactions qui sont faites pour protéger. C'est un loop. Si c'est des documents qui protègent des flots de data, mais ça ne marchera pas. Il faut qu'on l'implémente de manière plus solide que par des dominos humains. Il faut que ce soit beaucoup plus développé comme limitation. Reste à voir, encore une fois, comment est-ce que ça va se matérialiser. Mais l'encadrement est la clé, c'est certain, pour que l'open banking atteigne son plein potentiel. Par contre, comme on l'a dit, c'est comment est-ce que ça se matérialise, cet encadrement-là, et comment est-ce que ça évolue dans le temps. Trop souvent, on va mettre en place des documents, on se donne des tapes sur les épaules, on a mis en place justement des contrôles qui sont solides, à la fois au travers d'une industrie, au travers d'un pays, au travers de l'Union européenne, comme tu le mentionnais. Mais on se tape dans le dos pendant 5 ans, puis après ça, l'utilisation du data a évolué tellement rapidement qu'on n'est pas prêt. Donc, il y a beaucoup une logique de dire c'est beau encadrer, mais il faut que cet encadrement-là évolue aussi vite que le data, puis le data, ça évolue littéralement à chaque seconde. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour que justement ça ne soit pas des contrôles statiques et que là, OK, bon, il y a eu vraiment un gros breach de data qui a eu lieu sur telle situation liée à l'open banking. OK, on change notre truc parce qu'on a été réactif. C'est beaucoup ça qui m'inquiète avec l'open banking. J'aime le modèle, je crois personnellement que ça va fonctionner, mais il faut vraiment que les régulateurs, encore une fois, mettent un encadrement qui est proactif et qui évolue de manière adéquate, ce qui n'est pas encore le cas. Bien loin de là, comme on peut le voir avec plusieurs enjeux de data qui ont eu lieu. Mais ça reste un facteur enablant, et je l'ai dit, en bon anglais, en bon franglais. Comme je l'ai dit avec le volet de l'AI, je pense que c'est extrêmement pertinent, donc j'y crois beaucoup, mais encadrons ça adéquatement. Je pense que c'est la clé et le mot de la fin. Donc, merci Gab, comme à l'habitude, pour ta contribution. Merci tout le monde pour vos écoutes. On se dit déjà à la semaine prochaine, ça passe vite, mais en fait, on voulait faire un épisode qui était plus court, finalement. Gab, tu étais fort inspiré sur tes sujets, ce qui est très bien. Donc, vous pouvez nous retrouver, comme à l'habitude, sur nos plateformes clés, principalement chez Gab, tu l'as mentionné, là,
surtout au niveau des plateformes audio présentement, là, au niveau d'Apple Podcast, Spotify, Overcast, Deezer, etc. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne, mettre des likes ou peu importe. Je sais qu'il y a des zones de commentaires qui existent de plus en plus également. Et sur YouTube, là, où on essaie de maintenir le rythme également là, avec les commentaires publics. Si vous avez, abonnez-vous à la chaîne, etc. comme à l'habitude. Et l'adresse courriel que Gab met dans la zone de description si vous avez des partages que vous voulez faire également de manière plus privée là, que dans les zones de commentaires publics. Et je vous dis et je te dis, Gab, à la semaine prochaine. Bonne semaine tout le monde. Salut.